Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, le morning meeting de 11 heures. Il est 11 heures et nous sommes le lundi 7 décembre 2015, Vincent Gade donc pour vous retrouver. Seconde semaine du mois de décembre, nettement moins chargée en indicateurs macroéconomiques. Les ventes au détail en fin de semaine, tout de même des statistiques en provenance de Chine, demain le PIB, la Banque d'Angleterre, la Banque nationale suisse, je reviens sur ces éléments-là. Les marchés actions qui, après la purge post-Banque centrale européenne, retrouvent une orientation positive, car au fond, les fondamentaux n'ont pas changé. La politique monétaire de la Banque centrale européenne reste hyper accommodante. Il y a eu la semaine dernière de violents réajustements, couplés de positions de trading clôturées, encaissées, hein, c'est le cas d'un certain nombre de grandes banques, qui avaient des positions nettes vendeuses euro-dollar qui ont pu prendre des bénéfices. Mais finalement, ça repart dans le sens de la tendance, avec toujours en tête une action qui semble anticiper, mais je pense qu'au fond, même les investisseurs qui pensent que la Fed va relever ses taux n'ont pas pricé les choses. C'est pas forcément dans les cours, et c'est même possible qu'elle fasse rien, mais à chaque fois on est sur des fortes probabilités. Va-t-elle réellement le faire? Ce sera un choc, hein, une vraie rupture pour le coup, et ça va au-delà de la BCE, si la Fed faisait ça. L'incertitude, c'est surtout pour les marchés actions. Je vais avoir l'occasion de revenir dessus. Sous vos yeux, l'avertissement sur les risques liés au trading des devises et des CFD, les métaux précieux décorrélés du dollar US. Est-ce que cela peut durer? Peut-être encore pour une jambe, une nouvelle impulsion, mais pas forcément au-delà ensuite. Alors, que dire sur ces marchés? Deux choses au moment où s'ouvre ce morning meeting de 11 heures. Laissez-moi d'abord vous rappeler que selon les contrats futurs sur les Fed Funds, les fameux Fed Funds, le taux d'intérêt de l'argent que prête la Réserve fédérale aux banques commerciales US, eh bien la probabilité de voir la Fed relever ses taux atteint 80%. C'est du jamais vu pour une probabilité mensuelle. Pour autant, cela ne garantit rien. Car des probabilités d'action sont simplement des anticipations d'investisseurs qui se couvrent sur les marchés à terme en priçant une action, mais va-t-elle réellement le faire? Je me souviens qu'en septembre dernier, cette probabilité était déjà forte. Admettons tout de même que 3 mois d'affilée, le marché du travail US a produit des statistiques solides. Cela se résume bien ici lorsqu'on étudie le taux de change USD-Yen, qui reste probablement la paire majeure qui développe le mouvement le plus construit et qui n'a pas subi de purge la semaine dernière, ou en tout cas qui n'a pas subi une volatilité réalisée intraday, mettant en risque les stratégies en tendance. Alors, je commence par l'USD-Yen. Vous l'avez compris, je balayerai les marchés actions, notamment ceux de la zone euro, avec toujours le benchmark Eurostoxx 50 qui a tenu le support des 3300 points. Le DAX sous l'influence d'un double bottom intraday visible vendredi dernier est-il déjà terminé? On va voir. L'euro-dollar qui teste un seuil là aussi tout aussi décisif à 1,0810 dollars. Pour l'instant ça tient. C'est la frontière entre deux scénarios. Soit celui qui voit la Banque Centrale Européenne et ses effets sur le marché encore prévaloir. Hein, donc c'est ce qui s'est passé vendredi. La BCE a prévalu sur le NFP. Le NFP, même s'il était solide, même si celui du mois d'octobre a permis de revoir encore en hausse les 271 000 créations d'emplois, ça a été revu à 298 000. Bon, ça n'a pas effacé la déception de la Banque Centrale Européenne, qui a été à la fois un réajustement par rapport aux anticipations, une purge aussi, et peut-être d'ores et déjà des positions de fin d'année, d'habillage de bilan, des positions latentes en fort gain, clôturées, pour pouvoir proposer des bonnes performances. Il y a tout ça qui a joué. Allez, trêve d'introduction. Le calendrier macroéconomique de la semaine, il n'est pas non plus complètement vide. Cette journée du lundi 7 décembre, il y a une réunion de l'Eurogroupe, mais ce n'est pas non plus un événement macroéconomique majeur. Le 8 décembre, demain, il y a la seconde estimation du PIB de la zone euro au troisième trimestre. Ça, c'est important parce qu'on sait que la Banque Centrale Européenne, à contre-tendance d'ailleurs du FMI par exemple ou de la Banque mondiale, a revu en hausse ses prévisions de croissance pour la zone euro. Alors espérons pour elle que l'économie réelle lui donne raison. La Chine, forcément, les statistiques chinoises, les chiffres de l'inflation la nuit prochaine. Demain soir, la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande, mercredi soir, pardon. Jeudi, la Banque nationale suisse, elle est surveillée cette Banque nationale suisse parce que ses décisions sont souvent une façon d'anticiper ce que fera la BCE, donc là en janvier 2016. La Banque d'Angleterre, mécaniquement, qui a toujours une politique monétaire inchangée, et cette semaine, la seule statistique américaine susceptible d'avoir un impact fort sur le dollar américain,
Il va falloir patienter, chers auditeurs, c'est vendredi à 14h30, les ventes au détail aux États-Unis, ainsi que la première estimation du niveau de la confiance du consommateur américain en décembre, selon l'Université du Michigan, et c'est à 16h en l'état, avant la dernière réunion annuelle du FOMC, le comité de politique monétaire de la Banque centrale des États-Unis, celle qui est connue comme étant la Réserve fédérale des États-Unis. Eh bien, ce sont les deux derniers chiffres majeurs, et c'est vendredi, et tout se passe donc entre 14h30 et 16h. Cela signifie que d'ici vendredi, le marché ne devrait pas non plus déployer une forte volatilité réalisée, ce qui est une bonne chose pour les stratégies en tendance. Première d'entre elles donc l'USD Yen, qui reste la plus propre de toutes les paires majeures, qui est aussi corrélée au risque. Ça allait dans le sens d'une tenue par les indices boursiers européens de leurs principaux niveaux de support, et notamment les fameux 3300 points de l'Eurostoxx 50. L'USD Yen a donc rebondi sur son support à 122,20 après la BCE, offrant un 2, 3, 4e test réussi. Je vous rappelle que ce support à 122,20 sur l'USD Yen existe depuis déjà à l'époque un rapport à NFP, celui du 6 novembre dernier, et ça a donc agi. Alors certes, vendredi, on n'a pas eu le chandelier du 6 novembre, mais ça relance, et donc, vu qu'on rebondit dans la partie basse d'un range, vous savez, un range rectangulaire, c'est pas bien compliqué, lorsque, comme moi par exemple, on fait du chartisme en bourse. Lorsqu'on tient la partie basse, on vise la médiane, et si elle est dépassée, la partie supérieure. Et c'est justement grâce à ces bons chiffres du NFP que la médiane a été débordée. La partie supérieure, où est-elle? Ça dépend si on prend les cours de clôture ou les mèches. Généralement, il faut taper entre les deux. 123,50 pour les cours de clôture, 123,70 pour les mèches. Nous sommes à 123,44. Donc, pas loin de la partie haute du haut du range. Et si je dois taper entre les deux, je dirais 123,60. Il existe donc encore un potentiel, mais marginal. Attention, marginal. Posez-vous la question, pourquoi est-ce que l'USD Yen sortirait de son range tout de suite? Y a-t-il réellement les catalyseurs pour en sortir par le haut en début de semaine? Je vois pas. Je vois pas pourquoi. Qu'est-ce qui pourrait provoquer cette accélération? Peut-être durant la session asiatique, si les statistiques chinoises entretiennent l'attrait pour le risque. Peut-être. Mais en toute honnêteté, le range reste en place et l'USD Yen peut échouer encore à 123,50, 123,70. Ce qui est certain, c'est que ce marché était sur un support parfait juste après la purge de la Banque Centrale Européenne, car je pense qu'il s'agit avant tout de purge dans les positions de trading. Il est désormais proche de son objectif de cours à 123,50, 123,70. Quid de l'euro-dollar? Sous vos yeux, les bougies horaires du taux de change euro-dollar depuis la BCE et le violent contre-pied, j'ai appelé ça rappelez-vous, le short squeeze, des positions en tendance qui pour la plupart ont été neutralisées ou coupées et pour beaucoup en gain. Des positions en tendance des grandes banques n'ont pas été ouvertes à 1,06 ou 1,07, mais bel et bien entre 1,11 et 1,15. Donc elles étaient larges, et pour certaines, 1,20 à 25. Donc faut bien savoir que des grosses positions d'institutionnels, c'est pas des positions vendeuses ouvertes à 1,06, ni 1,07, ni 1,08. Beaucoup, beaucoup plus haut. Donc pour eux, pas de problème. À 1,08, 1,09, on encaisse encore des centaines de pips. Donc, c'est un short squeeze peut-être pour des vendeurs de la dernière heure juste avant l'événement, ce qui ne se fait pas d'ailleurs. Mais c'est surtout des rachats de shorts, une purge de fin d'année, on habille des bilans, etc. etc. Alors maintenant, que fait-on? Voici le violent contre-pied haussier du 3 décembre, voilà ce qu'on fait, et voici surtout le seuil décisif des 1,08 $, la partie haute du biseau dont les cours sont sortis par le haut après la BCE. Moi je vous dis tout de suite, chers auditeurs, 1,08 $, c'est un support. En clair, on ne shorte pas un support. Les 1,10 $ qui ont été atteints par le marché juste après la Banque Centrale Européenne correspondent, c'est ce que vous montrent les graphiques de long terme, à une oblique chartiste qui avait été brisée en octobre dernier, basée essentiellement sur les anticipations de la BCE. Ce fameux gros range triangulaire dont les cours étaient sortis par le bas en octobre. Le marché est allé le chercher. Moi j'ai proposé pour cette semaine, et d'ici vendredi, l'établissement
du taux de change euro-dollar dans quelque chose qu'on n'a pas vu depuis un certain temps, le range trading. Donc ça faisait 8 semaines qu'on avait de l'hyperdirectionnalité, de la tendance baissière, 8 semaines, 1,15, 1,0520. Ce marché attend désormais. La seule chose qui me ferait réengager une anticipation très baissière, c'est casser 1,08. On casse 1,08, ok. Et en daily, chers auditeurs. Pas en intraday, pas sur une clôture horaire qui ne pèse rien sur le plan technique face à une telle question. Mais c'est cassé 1,08. D'ailleurs, constatez qu'en données horaires, je vous invite à prendre la mesure de ce que fait l'euro-dollar depuis 2 heures, des toupies sur 1,0810. Donc, les investisseurs, les techniciens, tout le monde, sait que 1,08, 1,0810, c'est la frontière. On la brise, on retombe, tout en bas, avec, en anticipation, ce qui serait une véritable rupture monétaire pour toutes les places boursières du monde, l'inflexion du cycle des taux d'intérêt par la banque centrale la plus importante du monde, celle des États-Unis. Mais va-t-elle réellement le faire? Et ça la chose. J'ai quand même le sentiment qu'il y a un décalage fort entre les anticipations du marché, qui se dit c'est la dernière de l'année, les 80%, la fameuse probabilité implicite de voir la Fed agir, c'est basé sur le prix des contrats futurs. Donc avant tout sur des investisseurs qui se couvrent, qui en anticipation de ce qui pourrait être la première inflexion monétaire de la Fed depuis 10 ans, sont couverts sur les contrats futurs. Mais entre ces stratégies de couverture et ce qu'ils pensent réellement au fond d'eux, il peut y avoir un décalage parce que autant la BCE, il y a eu une purge, autant là, si la Fed devait relever ses taux, entre les scénarios qui consistent à dire elle les relève, ça sanctionne l'amélioration des conditions économiques, donc c'est plutôt haussier, ou elle les relève, elle est inconsciente, le contexte économique mondial ne le permet pas, ou encore le scénario elle doit le faire pour sa crédibilité. Je pense que tous ces scénarios s'affrontent avec une part égale de probabilité. Donc c'est l'incertitude. Ce que je peux moi vous dire, c'est que l'euro-dollar est sur un support, mais que la tendance elle est baissière depuis la fin du 3 décembre. Mais on est sur un support. Qui dit support dit gestion du risque possible. Voilà, euro-dollar, 1,0810 support. Est-ce qu'on peut rebondir? On le saura vite, si on passe sous 1,08, c'est terminé. Peut-être que... alors, et l'USD-Yen approche d'une résistance. Le fameux objectif de cours du range trading. Alors, USD-Yen proche d'une résistance, euro-dollar proche d'un support. Est-ce que le timing est bon pour reprendre un euro-dollar pour une reprise vers 1,0850? C'est compliqué, c'est de la pure contre-tendance. Alors la réponse viendra d'une indication des prix, à savoir l'amorce d'un rebond. Au moins un chandelier horaire qui ressemble à quelque chose d'autre qu'une toupie. Et vous avez sur le chandelier entre 10h et 11h une toupie. Et celui-là actuel, il sert à rien. Il est 11h14, il n'a pas clôturé. Donc la seule indication que vous donne le marché, c'est une bougie japonaise ayant la forme d'une toupie, donc un petit corps et des ombres beaucoup plus larges, amples que le corps. C'est un chandelier de stabilisation, mais rien d'autre. Donc pas assez d'indications. En tout cas, 1,0810, c'est la frontière technique, ça cède, c'est terminé, on retombe tout en bas en effaçant tous les effets de la BCE. Alors, les marchés actions de la zone euro, moi j'utilise toujours le guide, le benchmark, le fameux Eurostoxx 50, qui était sur support juste après la BCE, qui a proposé vendredi un double bottom qui était aussi visible sur les chandeliers intraday du DAX. Maintenant, on n'est plus du tout sur une zone d'achat, on n'est pas non plus sur une zone de vente parce que ça reste aussi en tendance. La seule chose qui ferait mettre un terme à la reprise des marchés actions de la zone euro, ce serait voir l'Eurostoxx 50 briser les 3370. Donc l'Eurostoxx 50 a fait un magnifique double bottom sur 3300 points, a brisé la ligne de coup vendredi. Lorsqu'on casse la ligne de coup d'une structure de creux, ça l'active, et lorsqu'on active une figure de creux, c'est en effet haussier. Pour l'instant, le marché reste influencé par cette structure de creux,
qui a été faite sur les 3300 points de l'Eurostoxx 50. Par contre, si vous n'avez pas acheté, c'est trop tard. Puisque le marché était sur support vendredi, a donné le signal vendredi, et depuis a gagné des dizaines de points. Premier support de l'Eurostoxx 50, 3370. Je conserve une anticipation dans le sens de cette tendance au-dessus des 3370. C'est terminé pour le rebond si on rebrise 3370. C'est donc le seuil à suivre et je pense qu'on peut optimiser les positions de trading sur l'Eurostoxx, sur le DAX en utilisant les 3370 de l'Eurostoxx 50. En tout cas, retenez que les 1,08 10 $ sur l'euro-dollar sont un support. Alors ces 3370 sur le DAX sont là aussi, avec les 10 866. Le marché a franchi les 10 870. Sur le DAX, le double bottom n'était pas évident sur les graphiques daily. Justement, c'est pourquoi l'Eurostoxx 50 est vraiment parfait pour optimiser les stratégies de trading du DAX. Par contre, vous avez quand même eu un magnifique double bottom sur les 10 639, avec la cassure de la ligne de coup qui a eu lieu vendredi après-midi à l'ouverture de la session américaine. Cassure de la ligne de coup à 10 761. Ce matin, le DAX casse des résistances, et notamment les 10 866. Premier support. Donc sur le DAX, je vous dis premier support 10 866. Ça peut être un point d'entrée si on s'y replie, ou en tout cas, désormais, pour ceux qui sont longs, c'est le stop. Et c'est 3370 sur l'Eurostoxx 50. On les tient, ça reste bien orienté, on les casse, on retombe. Et donc euro-dollar, premier support, le support, la frontière, le niveau décisif, 1,0810. Ce qui peut permettre au marché action de la zone euro d'aller plus haut, ce serait de voir l'euro-dollar casser les 1,0810. Et alors si l'euro-dollar casse les 1,0810, c'est que de manière générale, le marché commence à se projeter sur la Fed. D'ailleurs, vous avez ici les chandeliers de l'US Dollar Index. On voit clairement que ça tient, ça repart. On efface l'essentiel de la baisse de la semaine dernière. La semaine dernière, le dollar américain n'a pas baissé. Il n'y avait pas de raison que le dollar US baisse. Toutes les stats étaient bonnes. C'est par contre, il y a eu des rachats de shorts sur les devises européennes. Le franc, le GBP, l'euro. Alors c'est pour ça que l'USD Yen a bien monté et notamment aussi l'USD CAD. Alors l'USD CAD, je confirme le fait qu'on va aller chercher 1,3456. Attention au 1,3456. Ce sont les sommets annuels du taux de change USD CAD. C'est une résistance. Par contre, dites-vous bien que si l'USD CAD réalise une cassure H4 des 1,3456, c'est la stratégie de la semaine. C'est-à-dire qu'on ira plus haut. Mais déjà, allons chercher un 34,56. Et si vous êtes long USD CAD avec les multiples tests du support à 1,33 tout au long de la semaine dernière, 1,3456 est quand même un objectif. En fait, et l'euro-dollar, c'est en train de briser, j'ai le sentiment. C'est faible, hein. C'est faible. Si on les brise, j'aurais besoin d'une clôture H4. Si on les brise, c'est un 0,8. Bon bah, c'est comme si on réintégrait le biseau, la partie supérieure du wedge, hein, dont les cours étaient sortis par le haut avec la Banque centrale européenne. Je ne présage rien sur ce taux de change, surtout après la purge de la semaine dernière, mais attention à la cassure des 1,08 et attention au positionnement net long sur le dollar américain. Alors les métaux précieux, c'est peut-être encore un peu trop tôt pour envisager une nouvelle réplique positive. Et je pose la question, et si nous avions vécu qu'une hausse sans lendemain? Bon, c'est possible. C'est certain que si le dollar US s'enflamme, ils ne résisteront pas, les métaux précieux. Il y avait une divergence haussière en données journalières, mais le RSI est déjà remonté à la neutralité, c'est rapide. L'once d'or, le niveau de pullback parfait, ce serait 1075, 50% de retracement de l'impulsion de la semaine dernière. Est-ce que la force du dollar américain va ramener le métal jaune sur les 1075? C'est le support. Si ça cède, si les 1075 $ cèdent, eh bien en effet, ça aura été une hausse sans lendemain. En tout cas, en swing trading, c'est le seul niveau réellement solide
sur l'once d'or, les 1075. La chose qui continue de me déranger sur le métal jaune, même si je vois que techniquement ça pourrait monter à 1100, c'est la force du dollar US. Et bon, je regardais encore le Speculative Sentiment Index, 75% d'acheteurs. C'est toujours assez gênant du point de vue de l'approche contrarienne des marchés financiers. En tout cas, pour l'instant, l'once d'or tient les 1080. Il y a deux scénarios, hein, soit on tient les 1080, soit on va à 1075. Deux scénarios, personne n'a la science infuse, personne n'a de boule de cristal, et personne ne fait les prix sur l'once d'or. Mais tout le monde a des niveaux techniques qui permettent de gérer son risque pour l'un ou l'autre des scénarios, tout simplement. L'analyse technique n'est pas une boule de cristal. C'est juste la tendance et gérer son risque financier avec des stops, c'est tout. Alors, donc pour l'instant on tient, l'euro-dollar travaille, il est à 1,0810, mais il y a une espèce d'inertie négative. Moi, sans un chandelier horaire qui montre une réaction des acheteurs, c'est pas beau, quoi. C'est pour ça que ce matin, dans mon Good Morning Euro-Dollar, j'ai conseillé façon de parler, invité à essentiellement chercher à participer à l'USD CAD jusqu'au 1,3456 et à l'USD Yen jusqu'au 123,60. Parce que ce sont des stratégies en tendance qui permettent de se positionner net long dollar US, surtout que l'OPEP n'a pas fait le job sur le pétrole, même le contraire. C'est l'égoïsme qui prévaut au sein des membres de l'organisation des pays exportateurs de pétrole. Autant vous dire que entre l'Arabie Saoudite et le Venezuela, il y a un gigantesque gap dans leur positionnement parce que ce sont de toute façon pas du tout, ils exportent du pétrole mais ils n'ont pas du tout la même relation économique au pétrole. C'est pas les mêmes coûts de production, c'est pas les mêmes clients, etc. etc. Donc ils n'arrivent pas à s'entendre, c'est tout. L'AUD-USD piège haussier le 4 décembre, ça retombe. Objectif 0,7283. Donc ce que je peux vous dire là tout de suite maintenant, c'est que l'euro-dollar travaille un seuil majeur, mais que pour l'instant, il n'y a rien qui dit que ça se stabilise. Au moins un chandelier horaire de stabilisation, ça vient pas. AUD-USD baissier, objectif 0,7283. USD CAD, on y va, on y file. Objectif 1,3456. Notez bien 1,3456. On y sera dans une quinzaine de pips. Ce sont les sommets annuels. USD Yen, objectif 123,60. Pourquoi je dis 123,60? Parce que je tape au milieu du sommet du range en cours de clôture à 123,50 et du sommet du range en volatilité haute, la mèche quoi, la mèche supérieure, 123,70. Le câble est concerné cette semaine par la Banque d'Angleterre. Honnêtement, il est horrible celui-là. L'impulsion, il retrace, l'impulsion, il retrace, il casse, il retrace, il casse, et il retrace. Je me suis fait piéger, rappelez-vous, la semaine dernière, et j'étais revenu en toute transparence sur cette invalidation du scénario que j'avais proposé, à savoir que les 1,50-30 soient parfaits pour une stratégie de vente. Là, je ne sais pas ce qu'il fait. Est-ce qu'il retrace l'impulsion pour repartir? Est-ce qu'on casse un support pour aller plus bas? Je suis complètement partagé sur le positionnement à adopter sur les devises européennes face au dollar américain. J'ai le sentiment que pour les scénarios nets longs sur le dollar US, mieux vaut privilégier les dollars canadiens et le yen japonais. Alors parmi les métaux précieux, l'argent métal est plus résistant. Écoutez, pour l'argent métal, on va simplifier la tâche. Le seul signal d'achat sera sur cassure. Ça aussi, c'est la meilleure façon de se couvrir lorsqu'on doute qu'un support relance une tendance haussière. On attend la cassure de résistance. L'argent métal, impulsion haussière. En plus, on a 1, 2, 3, 4. Je pense qu'on fait une vague 4 là. On a 4 temps. Donc potentiellement, l'argent pourrait relancer. Vous voulez acheter l'once d'or? Attendez que l'argent métal casse les 14,60. Une cassure horaire des 14,60 sur l'argent, on file à 15. Et à ce moment-là, on aura un signal positif sur l'once d'or. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc en l'état, ça peut être aussi la façon de se couvrir, attendre que l'argent métal casse les 14,60 pour vraiment y voir une opportunité. Pour l'instant, là, le dollar US a clairement la main. Il a clairement la main. Euro-dollar est sous pression, le DAX toujours bien orienté. Vous avez ici les chandeliers H4. Premier support, si vous voulez acheter le DAX sur repli,
C'est 10 866 et rien avant. 10 866, c'est ce seuil qui a été repris suite au double bottom sur les 10 633, la cassure de la ligne de coup. On a repris ce seuil. Et sur le DAX, on peut utiliser en combiné cette ligne de tendance haussière et ce seuil-là. Il n'y a que dans cette zone où ce sera intéressant. 10 866. Et l'once d'or qui travaille toujours un petit support à 1082 là, mais il n'y a pas de grosse réaction encore. Attention au Bund, il expire chez FXCM en début de semaine. Prenez connaissance de l'expiration du CFD Bund. Le contrat qui a tenu un beau support après la déception sur la BCE qui n'a pas augmenté le volume monétaire mensuel de ses achats d'actifs. Malgré tout, on a tenu support. Ça a fait quand même partie des éléments de chartistes qui m'ont invité à dire que les indices ne seraient pas dépassés par l'euro-dollar parce que justement le Bund a tenu ce support en place depuis le printemps dernier. En l'état, c'est bien orienté, ça redémarre et je pense que ce contrat peut revenir chercher 157. Par contre, ça sert à rien à court terme, le contrat expire ce soir. Et l'once d'or travaille toujours son petit support intermédiaire à 1082 qui tient pour le moment. Et l'argent, je surveille les 14,60. Si ça dépasse, ça repart fort. On fera une réplique en fait de vous pouvez considérer que c'est une reprise en 3 temps. Si on casse les résistances, vous reportez l'amplitude de la jambe de hausse de la semaine dernière au point bas de la conso. Mes taux précieux se sont d'ailleurs complètement décorrélés du dollar US, sont partis vendredi dernier. C'est du rachat de short. Ça fait 8 semaines que ça baisse, c'est du pur rachat de short. N'y voyez pas de lien avec le dollar US, pour preuve, le dollar monte. Donc il n'y a pas de lien. Du rachat de short, du fin d'année, de l'habillage de bilan, etc., etc. Le pétrole. Alors le pétrole n'a pas du tout été soutenu par la conférence de presse du secrétaire général de l'OPEP. Pour quelle raison? Parce que l'OPEP a décidé de relever les quotas de production. Donc c'est tout sauf une diminution de l'offre, au contraire, augmentation de l'offre, perspective d'augmentation de l'offre puisque les quotas sont relevés. Et lorsque sur un marché vous enlevez des barrières à l'offre, forcément ça agit à la baisse sur le prix. Donc c'est pas non plus violemment baissier, mais on constate qu'il n'y a pas de remobilisation des acheteurs sur les 40$. Quand bien même je pense pas qu'on va couler, mais on va rester neutre jusqu'à la fin de l'année, peut-être entre 38, 39 et 42. Bon, c'est aussi pour ça que le dollar canadien a été un peu sous pression. J'y vois pas de stratégie de trading particulière là sur l'hyper court terme. Simplement euro-dollar sur un support. Donc si ça tient, ça peut se tenter hein, pour viser une reprise vers un 0,850. Once d'or, support intermédiaire 1082, ça tient aussi. Alors la question que je me pose sur l'once d'or, c'est est-ce qu'on n'est pas en train de faire un range avant de remettre une énorme verte? Il y a deux possibilités, soit on fait le pullback à 1075, soit on fait juste un range au-dessus de 1080, 1082 et ça relance vers 1098. C'est possible, du point de vue du chartisme, c'est possible. Et en plus l'USD-Yen approche d'une résistance. Alors, beaucoup de commentaires. Oui, bonjour Matt. Alors déjà, beaucoup de questions sur l'USD-CAD, le CHF Yen. Alors, Mesclic nous rappelle que les 1,08$ sont aussi 38% de l'impulsion de la semaine dernière. Oui, c'est comme le GBP USD. C'est pour ça que je vous dis depuis tout à l'heure que c'est un support. Alors, question de l'USD-CAD de la part d'YSF. Donc, je mets le taux de change en plein écran. Peut-on aller au-delà des 1,3456? Uniquement si on casse la résistance. Pas forcément en première intention. C'est déjà un bel objectif, 1,3456. Ça fait quand même, depuis les 1,3280, qui était le support de la semaine dernière, presque 200 pips de rebond. Aller chercher un 34,56 c'est une chose, les dépasser, ça c'est forcément, il va falloir un catalyseur pour ça. Ça peut venir d'une statistique canadienne parce qu'il est sous pression ce dollar canadien. Pour ça vous pouvez jeter un œil au calendrier économique de la semaine. Je vais le faire pour vous si vous voulez, comme ça je vais vous orienter dessus. Alors, qu'est-ce qui pourrait cette semaine, au-delà du prix du pétrole,
agir sur le dollar canadien, eh bien, c'est pas bien compliqué. Ça se passe demain à 18h50. Conférence de presse du gouverneur de la Banque centrale du Canada. Voilà, tout simplement. Donc demain, 18h50, en plein cœur de la session US, nord-américaine plutôt. Et c'est là où il pourrait y avoir une action sur le dollar canadien. Alors, que pensez-vous du CHF-Yen? Eh bien, j'en pense... Qu'est-ce que j'en pense du CHF-Yen? Bon, c'est repris, forcément. Rachat de short sur le franc suisse. Je vais jeter un œil. C'est un peu comme l'euro-dollar, puisqu'on revient au contact du point de décrochage. J'aurais tendance à croire qu'on est quand même sur un niveau où ça pourrait rebaisser ce CHF-Yen, qui était de manière générale sous pression, à contre-tendance des autres paires en yens, hein, tant le franc suisse est sous pression, la Banque nationale suisse cette semaine. On est dans un haut de canal, on est sous résistance. On est sous résistance sur le CHF-Yen à 123,50. Haut de canal, après c'est vrai qu'on a cette reprise impulsive, potentiellement une divergence baissière cachée en D1. On est sous résistance. C'est tout ce que je peux vous dire du CHF-Yen. Sous résistance à 123, 50, 60, cette ligne de tendance, ce canal. Voilà. C'est quoi le NFP? C'est le rapport sur le marché du travail aux États-Unis. Alors bonjour, AUD-USD. Alors en effet, la UD-USD peine à dépasser une forte résistance sur les graphiques de long terme. Moi j'ai le sentiment que la UD-USD a piégé son monde le 4 décembre. À court terme, j'ai pas grand chose à vous dire. À moyen long terme, je sais pas. À court terme, on est dans un range entre 0,7280 et 0,7350. Alors voici le graphique que vous nous montrez, je le mets en plein écran. En effet, c'est une belle résistance. Une résistance oblique en place depuis 2014, propre, en D1. Et on voit que le marché la travaille. Et d'ailleurs, je zoome sur votre graphique en données journalières, mais la mèche haute qu'on a fait ici, au contact de cette ligne de tendance baissière, c'est cette accélération-là. Ici, en fait, on est allé chercher la ligne de tendance baissière. Donc, pour l'instant, on tient 0,7280. Ce qui validerait le scénario d'une vente plus forte, ce serait de briser les 0,7280 sur la UD-USD. Pour l'instant, on s'installe dans ce range 0,7280, 0,7350. Et l'once d'or qui tient son support intermédiaire à 1082 et l'eurodoll qui travaille âprement les 1,08. Chaque chandelier horaire compte sur l'euro-dollar pour trancher entre la cassure ou une réaction sur un niveau technique important, les 38 de retracement, l'ancienne partie haute du biseau ascendant dont les cours sont sortis avec la Banque Centrale Européenne. Moi je dois admettre, si vous avez lu par exemple la newsletter de l'IFX de cette semaine, si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez aller dans le forum le faire. Moi j'ai choisi le scénario du range 1,08 indice. Donc forcément le scénario du range 1,08 indice est plutôt en faveur de la tenue d'un 1,08. Mais voilà, hein, c'est ce que j'indique tout simplement. Alors, voilà donc d'autres graphiques qui arrivent sur... Alors l'euro-dollar, j'en ai beaucoup parlé. L'Eurostoxx 50, j'ai plus ou moins le même graphique que vous, chers visiteurs. Je le poste. Voilà l'Eurostoxx 50 et le fameux niveau des 3300 points. De toute façon, on ne fera pas de nouveau plus haut d'ici la fin d'année. Dans le meilleur des cas, ce que j'appelle l'inertie haussière de fin d'année, ce que d'autres appellent le rallye de Noël, qui a lieu vraiment en fin d'année. Donc cette année, je pense que cette inertie haussière de fin d'année aura lieu la semaine du 21 décembre et du 28 décembre, peut nous ramener éventuellement là-haut. Mais je pense qu'on va rester sur l'Eurostoxx 50 entre 3300 et 3500. Bon, en effet, c'est une très bonne chose que le niveau des 3300 points est tenu. Ça, c'est une bonne chose. Alors le CAC 40 forcément est moins propre. Lui, on avait le sentiment qu'il cassait un support. En fait, non. Le CAC 40 réintègre même les 4738.
qui était le niveau d'accélération du 22 octobre dernier, justement de la BCE. On le réintègre. Maintenant, là, on vient d'enchaîner presque 1, 2, 3, 16 heures de hausse consécutive, donc on n'est plus sur support. Mais le premier support maintenant du CAC 40, c'est 4772. 4738, c'est le niveau sous lequel il ne faut pas rebasculer. Est-ce que le CAC peut reprendre les 5000 d'ici la fin d'année? Peut-être, mais plutôt en fin décembre. Plutôt fin décembre. Moi, je n'anticiperai pas une cassure des 1,08 sur l'euro dollar. Hein. Tant que ça tient, ça tient. Et comme vous le savez, de toute façon, un support, c'est pas fait pour vendre. Alors, vous partagez beaucoup de graphiques, c'est une bonne chose. Alors, le travail de la fourchette. Alors, voilà donc un participant qui nous montre l'impact d'une fourchette d'Andrews sur le CAC 40. Et donc qui permettait d'attraper cela. Donc nous, chez DailyFX, on a Nicolas Lavallée qui est spécialiste des fourchettes d'Andrews, vous le savez. Qui propose chaque jour d'ailleurs un article sur un actif de son choix sur le site en utilisant les vagues d'Elliott et les fourchettes d'Andrews. Et sinon, vous avez le point de marché de chaque mercredi à 16 h. Le point de marché, vague d'Elliott, fourchette d'Andrews, justement, avec la playlist sur YouTube, etc. etc. Donc il y a tout ce qu'il faut. Quoi. Et l'once d'or qui tient son support intermédiaire à 1082. Plus ça tient, plus on peut avoir le sentiment qu'on fait juste un petit triangle de conso pour remettre une verte. Bonjour Ahmed. L'observation des volumes exécutés sur l'euro-dollar est-elle pertinente pour ce... Oui, tout à fait, c'est pertinent. L'euro-dollar, cher Ardar, n'a pas cassé le support des 1,08. Il le travaille et basculer sur un cours de clôture. Sachant que vous me montrez un graphique horaire, je vous rappelle qu'à 11h37, votre cours de clôture horaire n'a aucune valeur. Le dernier qui a de la valeur, c'est celui de 11h. Et le cours de clôture de 11h, c'est 1,0817. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Après, je suis d'accord avec vous, il n'y a pas encore d'amorce de stabilisation. Il n'y a pas d'amorce. Alors oui, mon cher Smile, l'USD-CAD, naturellement, qu'il est impossible d'acheter au niveau actuel des cours. Ce serait un non-sens sur le plan technique, puisque ce marché était sur support la semaine dernière sur 1,33 et qu'il a pris 150 pips et qu'il approche de ses sommets annuels. Acheter sous résistance et sous des sommets annuels est en effet une mauvaise chose. Par contre, si on casse la résistance, elle devient support, et ensuite profiter du rôle de support, pourquoi pas? Alors bonjour Laurent. La baisse de l'euro-dollar, les marchés ne sont-ils pas en train de pricer la Banque centrale US? En effet, si le marché commence à agressivement se dire que mais on y est, ça y est, cette fois la Fed, elle va monter ses taux, c'est énorme. Hein. Ce serait plus que l'aspect psychologique, ça n'a pas été fait depuis 10 ans. Puis ça bouleverse plein de choses pour la valorisation des produits financiers, notamment sur le marché de la dette. Il pourrait y avoir ensuite de gros déplacements de capitaux. Et même sur le FX, si la Fed fait ça, ça peut faire de l'euro-dollar du carry trade. Il y a beaucoup de choses que ça peut impliquer. Ce qui peut faire qu'un jour ça casse sur l'euro-dollar, c'est ça. Et on n'est pas encore, la conviction est forte, c'est ce dont je vous parlais ce matin. Selon Bloomberg et selon le prix des contrats futurs négociés sur le taux d'intérêt des Fed Funds, pour être précis, la probabilité implicite, pourquoi implicite? Parce que c'est une probabilité qui n'est pas réelle mais qui dérive simplement du positionnement des investisseurs qui là par contre sont des contrats réels, les contrats futurs. On déduit de ces stratégies de couverture leurs anticipations. Mais leurs anticipations ne sont pas une boule de cristal sur l'avenir. Mais les marchés étant essentiellement impactés par des anticipations, c'est important. Et donc, suite aux chiffres du marché du travail publiés la semaine dernière aux États-Unis, cette probabilité implicite qui était de 74% lundi dernier, 76% après les chiffres de l'ADP, atteint ce matin 80%.
après le rapport NFP du mois de novembre. Mais attention, ne vous trompez pas, dans l'euro-dollar, il y a aussi l'euro, et le contre-pied de la Banque Centrale Européenne peut peut-être encore prévaloir. C'est donc pas le meilleur véhicule. J'aurais plus tendance à surveiller des cassures de résistance sur l'USD CAD et l'USD Yen ou une cassure de support sur le GBP USD ou la UD USD que d'aller m'acharner sur l'euro dollar où je pense que la séance de jeudi dernier peut laisser des traces et peut permettre par exemple au 1,08 de tenir. Par exemple. C'est un support 1,08. Donc comme vous le savez, on ne short pas un support. On le short, éventuellement si on le casse et que ça devient une résistance, pourquoi pas. Pour l'instant ça casse pas. Ça cassera peut-être cet après-midi, et là ça casse pas. En tout cas, un support c'est toujours parfait pour gérer son risque. Voilà, écoutez, j'ai répondu à l'ensemble de vos questions. Je vous retrouve alors pour le prochain point de marché à 15h15, le Wall Street Insider. Et puis avant ça, à 13h, comme d'habitude avec Sylvain, le 13h des Day Traders. Voilà, merci à toutes et à tous de votre attention et à tout à l'heure. Et on parlera des marchés actions US aussi tout à l'heure. On parlera beaucoup du SP500 et du Dow Jones.